Voilà, bon, c'est parti. Bah, bonjour à tous. Donc, nous sommes Pour ravis faire aujourd'hui. sans faire d'inclusif, je te propose de dire à toutes. On est Ah 2. oui, Allez, bonjour. Non, en fait, c'est une vidéo qui est supposée donc s'adresser à des à moult masses. gens D'accord. via YouTube. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus D'accord, je croyais que tu disais bon, large. allez, allez, pas Voilà, donc bonjour à tous et à toutes évidemment. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de, recevoir, Daniel, Blétrac, hein, qui est un auteur, de chez Delga, voilà, et qui a fait donc, 3 livres, hein, 3 titres, aux éditions Delga. D'ailleurs, je montrais son tout dernier, donc, qui est donc, Le temps, retrouvé, d'une communiste, hein, donc qui a été paru il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Voilà. Donc alors, la séance d'aujourd'hui n'est pas, spécialement sur ce livre-là, mais bien sûr, on peut faire des embardées, vers ce livre. Bon, en fait, il s'agit là une carte blanche, disons, qu'on donne à Daniel Bétrac, hein, pour, donc discuter, à bâton rompu, autour, eh bien, du congrès, de Tours, quoi, hein. Donc à l'occasion des 100 ans, du, PCF, hein, puisque le congrès de Tours s'est terminé le 29 décembre, 1920. Donc toute cette année finalement, l'année, 1921 est en quelque sorte, voilà, le centenaire, du, parti, communiste, hein. Donc le fil conducteur, hein, donc de ces entretiens, hein, de cette carte blanche, donc ça sera, le livre que, les éditions Delga, ont republié, hein, il s'agit du livre, La nuit, finit à Tours, de l'historien communiste, Jean Fréville, hein, qui était la plume de Maurice Thorez, hein, également, et qui est vraiment une plume, hein, au niveau, voilà, donc stylistique, je trouve. Et voilà, donc, augmenter, hein, en annexe, hein, de l'ensemble des interventions à ce congrès, quoi. Voilà. Donc, Tu nous montres pas le voilà. livre? Comment? Ah, le livre, oui, effectivement, absolument. Donc voilà, c'est La nuit, finit à Tours, naissance du Parti communiste, français, donc suivi de l'ensemble des interventions, du congrès de Tours, hein, donc, en annexe, hein. Voilà, donc, c'est un beau morceau, donc, sur lequel, notre, camarade et bien-aimée, Diane a travaillé d'arrache-pied. Voilà, donc on la remerciera jamais assez. Voilà, donc alors ça, c'est un peu campé, voilà, ces entretiens. Alors, simplement, juste deux trois petites choses, quoi, avant de commencer un petit peu par, entamer un peu des questions pour ouvrir, le débat. Donc, bon, la nuit, finit à Tours, hein, donc la nuit, on l'a compris, donc c'est, effectivement la boucherie, hein, de 14-18, c'est la faillite, de la deuxième internationale, dite, internationale des crédits de guerre. C'est, également la trahison, des socialistes, hein, pendant la guerre, l'union sacrée, et cetera. Et c'est aussi, 14 puissances, hein, qui se liguent, dès la fin de la guerre, 14-18, hein, contre la jeune, Union, soviétique, hein. Donc, voilà, donc tout ça, guerre civile qui, elle, a fait, quand même, 10 millions de morts, hein, 1 million de soldats et 9 millions de civils, notamment par les famines, et cetera, en URSS, quoi. Donc c'est quand même à rappeler, voilà. Donc ça, c'est, la nuit. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a évidemment octobre 17, donc cet immense, espoir, hein, pour les gens. Et puis aussi, donc, également, donc la révolte finalement des marins,
la mer Noire et d'autres régions de l'Est de la Méditerranée, qui refusent finalement de mater la révolte, les ouvriers bolcheviques. Voilà. Donc, et également des grandes grèves qui ont lieu en 2019. Voilà, donc c'est un peu le contexte général qui est vraiment très bien, je trouve, saisi de manière très concise par Jean Fréville, hein, dans ce livre, vraiment, qui va à l'essentiel et avec un style qui est très agréable, je trouve, à lire. Donc, il ne se paye pas de mots et il va droit au but. Voilà. Donc, c'est voilà un peu camper les choses. La discussion, donc, évidemment, le fil conducteur, ça sera ce livre-là et le congrès de Tours, mais nous ne nous interdisons pas, évidemment, aucunement des incursions dans l'actualité, voire dans l'actualité très récente du PCF notamment. Voilà, donc je signale d'ailleurs à ce titre que, bon, puisqu'on est dans l'actualité, effectivement, ce 9 mai, donc, il y a deux actualités, hein, c'est d'une part donc le vote des communistes contre une candidature communiste en 2022. Et la deuxième actualité, c'est le 9 mai, hein, donc c'est la victoire des soviétiques contre les nazis. Hein, donc on rappellera 28 millions de personnes, enfin de morts, hein, donc pour les soviétiques. Donc c'est un jour important, quoi, hein, la fin de la guerre patriotique. Voilà. Donc, Diane et moi-même, donc, nous essayerons de poser des questions un peu pour orienter un petit peu les choses, et puis donc pour voilà, ouvrir un peu le débat et laisser donc Daniel nous dire tout ce qu'elle a effectivement. Donc, elle sait beaucoup de choses sur toutes ces questions et sans pour autant donc s'interdire d'aller dans l'actualité récente. Donc, voilà, donc je commencerai donc premièrement par une question, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé avec toi, Daniel, quoi, j'ai cru comprendre, quoi, que voilà, certes, disons, le congrès de Tours et comment Fréville le montre bien, est un immense coup de pied au derrière au collaborationnisme de classe, on va dire. Hein. D'ailleurs, effectivement, puisque aussi c'était aussi dans les raisons de la réunion, enfin de ce congrès, donc c'était l'adhésion ou non à la Troisième Internationale, hein, donc, enfin, qu'avaient initié Lénine et les bolcheviks. Et donc, c'est autour de ça que s'est réuni ce congrès, et notamment de la question finalement donc d'évincer donc le collaborationnisme de classe, le réformisme à l'intérieur des rangs du PS, du Parti socialiste. Voilà, donc alors ça, effectivement, c'est effectivement un énorme coup de balai. Mais donc, c'est pas pour autant que finalement, à Tours, le collaborationnisme aura cessé complètement d'un coup de baguette magique et le parti se soit transformé. Voilà, donc juste avant de laisser la parole à Daniel, je vais lire quand même deux petits passages de Fréville, donc, qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, il dit en page 14 de l'ancienne version, parce qu'elle est moins lourde, et après le départ des éléments corrompus de la droite, le Parti communiste issu du congrès de Tours ne s'est pas débarrassé d'un seul coup des stigmates de l'individualisme, du pacifisme petit bourgeois, du confusionnisme. Il a charrié dans ses flots encore troubles des vases et les alluvions du passé, les préjugés de la démocratie bourgeoise. Ceux qui avaient voté pour l'adhésion
représentaient toutes les tendances. Combien d'entre eux étaient véritablement marxistes? La fidélité verbale d'un très grand nombre ne résista pas longtemps à l'épreuve des faits. On vit peu à peu les intellectuels, les politiciens de carrière, les phraseurs et les anarchistes rejoindre les minoritaires de Tours pour organiser des groupes éphémères. Et je lis une dernière chose et j'arrête après, qui va également un peu dans ce sens. De Fréville, donc toujours, l'enthousiasme des anciens combattants venus après la guerre de 14-18 au Parti socialiste, le rejet à Tours des éléments opportunistes du centre et de la droite, l'acceptation théorique des 21 conditions ne suffisait pas pour créer du jour au lendemain, à la place de l'ancien parti réformiste, un parti révolutionnaire de type nouveau. Et, enfin, pendant les premières années qui suivirent la naissance du Parti communiste, les anciennes erreurs persistèrent malgré les rappels de l'exécutif. Certains, à commencer par Frossard, s'étaient ralliés à la Troisième Internationale par calcul. Ils estimaient plus habile et plus efficace de la saboter et de la combattre à l'intérieur du parti. D'autres étaient venus par snobisme révolutionnaire. La mode les avait donnés, la mode devait les reprendre. Voilà. Donc c'est un peu effectivement pour camper un petit peu le décor. Et je pense que c'est un peu ce que tu m'avais dit, quoi, par rapport au fait que comment le parti a dû sans doute s'auto-construire après Tours, quoi, voilà, et qu'il a fallu des gens pour le faire. Voilà, bah, et si nous te donnons la parole sur ce sujet d'abord, et puis on se posera des questions au fur et à mesure, Diane et moi-même. Bonjour, alors je voudrais d'abord féliciter les éditions Delga et pour ce livre, mais aussi pour tout ce que vous faites. Je pense que vous aurez joué un rôle tout à fait essentiel dans la préservation et dans la continuité de la connaissance du marxisme, de l'histoire. Enfin, vous avez fait un travail formidable. Je tenais à le dire parce que vraiment, s'il reste quelque chose, vous aurez largement contribué. Donc, c'était très important, effectivement, de publier ce congrès de Tours. Et d'une certaine mesure, ce que tu as, on est encore plus que ce que tu ne le dis dans la célébration, parce que le Parti communiste n'a pris le nom de Parti communiste que quelques mois, je crois que c'est au mois de juin de l'année d'après, que le Parti communiste n'est plus Parti socialiste, mais est devenu Parti communiste. Au congrès de Tours, il continue à s'appeler Parti socialiste, avec une majorité et des minoritaires qui après avoir… C'est la tradition des minoritaires, c'est-à-dire que tant qu'ils sont majoritaires, ils vantent la démocratie qui consiste à se plier à la majorité, et quand ils sont minoritaires, ils menacent de scission. Et ils la font. D'autres, comme tu l'as dit à propos de Frossard, jugent plus habile de rester à l'intérieur. Et quand on connaît Frossard, qui est vraiment un personnage très réformiste, enfin, qui est pratiquement, on se demande comment il est comment il se retrouve. Il est à la tête du Parti socialiste, donc il garde en quelque sorte la tête et il joue à l'intérieur. Donc, on va avoir, et je te l'ai dit, et c'est très bien vu par Fréville, on va avoir à la fois une rupture, et qui est celle du congrès de Tours, et à la fois la poursuite de toutes les tares et vices possibles et imaginables. Rosa Luxembourg a écrit des textes remarquables sur le parti communiste, sur le socialisme à la française, quoi, sur la manière dont les Français paraissent à l'inverse des Allemands qui sont prêts à faire une scission définitive sur un point de doctrine. Les Français pratiquent un aimable compromis
et une espèce de mélange extraordinaire. Ils sont à la fois, et Marx le disait déjà, le pays de la lutte des classes, et en même temps, ils sont, sur le plan théorique, ils sont prêts à toutes les errances. Et ils ont, Fréville le montre, dès le départ, il y a les deux tares fondamentales qui existent à l'intérieur du mouvement ouvrier français. Et ces deux tares apparemment sont opposées, en fait elles se rejoignent. C'est la tare, dit Fréville, de l'anarcho-syndicalisme et du compromis petit bourgeois. Et ils s'entendent très bien, hein, c'est-à-dire que traditionnellement, les anarcho-syndicalistes qui ont un mépris profond pour tout le monde politique, qui ne veulent pas entendre parler de politique, qui jugent que tous les politiques sont dans le fond, ont des perpétuels compromis avec les manœuvres politiciennes et à l'intérieur si tu veux, à l'intérieur des parlements, quoi, le crétinisme parlementaire. Donc, on va le retrouver tout le long, avec, malgré tout, parce que Fréville commence en décrivant, il ne commence pas dans le contexte seulement de Tours, il commence dès, et tu l'as très bien dit, il montre comment le congrès de Tours naît de la faillite de la Deuxième Internationale, faillite qu'on avait pensé repousser. Rappelez-vous les cloches de Bâle d'Aragon, on voit déjà Clara Zetkin, c'est-à-dire qu'il y a eu le congrès de Bâle où théoriquement l'international a dit qu'elle s'opposerait vertueusement, etc. Et à peine rentrés, ils se sont tous mis à voter les crédits, en particulier les Allemands, sauf Karl Liebknecht. Donc, vous avez, si vous voulez, cette faillite de la Seconde Internationale, ce qu'on voit dès le départ refuser, c'est les Russes. Les délégués russes ont une certaine constance, hein, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ne cèdent pas au vote des crédits, à la guerre et tout ça, alors que tous les autres, à commencer par les Allemands, à peine fini. Alors, il montre, moi je dis souvent que nous sommes au moment, aujourd'hui, presque au moment du congrès de Zimmerwald. C'est-à-dire qu'au cœur même du début de la boucherie, il y a un congrès qui s'appelle le congrès de Zimmerwald, dans lequel vont se réunir à la fois les gens qui regrettent qu'on ait fait la guerre, qu'on soit rentré dans la guerre, mais qui continuent à être des pacifistes, et ceux qui, comme Lénine, qui est déjà là, pensent qu'on doit profiter de la guerre pour mener la guerre à sa propre classe dominante, à ses propres dirigeants, les tsaristes, etc. Donc, on voit très bien comment des délégations successives des Français qui mêlent des guédistes, le petit-fils de Marx Longuet, qui lui va être du côté de ceux qui fonderont le Parti socialiste, qui dans le fond sont des... Vous avez tout ça, et les plus combatifs, je dirais, en Europe, c'est les kotskistes. C'est tout dire. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une partie de la Deuxième Internationale, y compris d'ailleurs les guédistes. Alors les guédistes, eux, ils disent de toute façon, ils ont un marxisme sectaire. C'est-à-dire qu'ils pensent que de toute façon, tout ça n'intéresse que la question de la paix, de la guerre, de tout ça. Bon, c'est des questions, il faut rester sur le fond, sur les forces productives, rapports de production, quoi. Ils ont un marxisme très... Et résultat, ils nient tellement l'existence des contradictions devant lesquelles ils sont placés qu'ils sont inefficaces devant ces questions de la guerre et de la paix. Donc, vous avez tous ces gens-là, et ce que montre magnifiquement Fréville, c'est parce qu'il a vraiment, comme tu dis, il a une très belle écriture, et il dit une chose, c'est tous ces gens,
y compris les syndicalistes révolutionnaires. Ce sont les syndicalistes des métaux qui arrivent dans les congrès. Et ils ont déjà un pied dans le congrès de Tours. Ils sont à la fois complètement incapables de mener une stratégie déjà qui sera celle de Lénine, mais en même temps, ils sont déjà le pays de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'ils ont malgré eux mis un pied, dit Fréville, dans le congrès de Tours. Et ce n'est pas un hasard. Et je crois qu'il faut bien comprendre la France et les tendances françaises. Moi, je suis frappée quand je vois, tu parlais de l'actualité, mais quand je vois les permanences qu'il y a aujourd'hui dans les débats qui s'agitent au sein du PCF avec celles du congrès de Tours, c'est frappant. Je vais te donner un exemple qui m'a complètement frappé. Quand tu prends par exemple les sociodémocrates, qui en gros Léon Blum, et Léon Blum et tous ceux qui sont autour, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent vous êtes trop sectaire, le parti que va nous créer Lénine va être invivable. Ça va être un régiment, ça va être un véritable régiment. Moi, je veux un parti où tout le monde puisse s'exprimer, discuter, etc., etc. Mais le même qui vante tellement le parti libre, ouvert, où chacun aura sa place, etc., il a un mépris, mais profond, pour les masses. C'est-à-dire que toutes ces stratégies ne sont que des stratégies d'appareil. On se parle entre dirigeants, mais la première reproche qu'il fait aux léninistes, il dit les individus auxquels vous prétendez, les masses en gros, sont des gens qui sont des brutes. Et ils vont être incapables, c'est des fascistes, c'est des gens qui vont. Enfin, il a un mépris, il ne fait aucune confiance dans les masses. Par contre, au sein du parti, on peut discuter pendant des heures, inlassablement, au contraire, etc. Avec les bourgeois, on peut discuter, tout ça. C'est-à-dire que le niveau du politique reste le niveau d'une petite élite qui, entre elles, peut discuter. Et puis, le paradoxe, toujours, c'est qu'il va accuser le Parti communiste, enfin, le parti qu'on propose de Lénine, il déteste l'idée d'une avant-garde. C'est antidémocratique, une avant-garde. Un parti qui serait conçu comme un parti de combattants avec des gens qui dirigeraient, des gens qui se formeraient, qui apprendraient ce que c'est que l'art de la guerre contre le capital, etc., c'est pour lui quelque chose d'enrégimenté. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, dans le fond, qu'ils y croyaient à leur histoire. Pour avoir vécu le Parti communiste français, je n'ai jamais rencontré un lieu où j'ai pu trouver le sentiment de me sentir autant responsable et respecté. Chaque communiste comptait pour un. Je déteste les tendances parce que ça empêche ça. J'ai été dans un syndicat. Eh bien, j'étais dans un syndicat, la FEN, n'en parlons pas, les syndicats d'enseignants. On faisait même plus attention à ce que disait le type d'en face. On se posait la question, est-ce qu'il est d'unité action, ou est-ce qu'il est trotskiste, ou est-ce qu'il est autre, etc. Et on votait en fonction de ça. Dans le parti, ce n'était pas ça. Dans le parti, chaque communiste comptait pour un. S'il avait une inquiétude, s'il avait un problème, il le disait, mais il ne se ralliait pas à un tel, à un tel. Il essayait de comprendre et de discuter. Donc, ce parti-là n'existe, il croit, j'ai été frappée parce que la plupart des gens croient que ce parti-là n'en perçoivent pas la démocratie. Un exemple, tu as par exemple, en ce moment, j'ai été frappée, quand tu vois Mélenchon qui dit à un militant qui est face à lui à la fête de l'UMA,
Le militant vient le voir et lui dit qu'il n'est pas d'accord. Mélenchon lui dit, tu es discipliné, donc tu te tais. Mais attends, un communiste, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'un communiste est discipliné, mais pour arriver à convaincre un communiste, c'est dur. Moi, quand j'ai été élu membre du comité central, on m'a dit, mon mari, qui avait une sacrée habitude, m'a dit, fais attention, on ne dirige pas les communistes comme les autres, c'est tous des chefs. C'est-à-dire qu'un communiste, c'est pas une petite main. Il n'est pas utilisé simplement pour faire le couleur d'affiche ou pour distribuer pour du pain ou pour du rhum. Il a besoin d'être consulté. Et moi, je trouve que ce qui se passe dans le parti est très bien. C'est-à-dire, en ce moment, on assiste à quelque chose qui est une consultation comme on le voit nulle part ailleurs. Et ça, je m'y reconnais. Parce que, et si j'ai le sentiment que la consultation est faite démocratiquement, je me plie. Si j'ai le sentiment qu'on me prend pour une imbécile, je ne suis pas d'accord. Et il faut me convaincre avec des arguments de fond. Il ne faut pas me convaincre en me disant on aura le pouvoir. Il faut me convaincre en me disant où me mène mon action. Donc tout ça, c'est très essentiel. Et c'est ce qui naît, qui peu à peu va se dégager du congrès de Tours. C'est-à-dire que vous avez les socialistes, je pense, ils ont cru, enfin quand ils disent il n'y a pas de démocratie, mais quelle est leur démocratie? Par exemple, on a supprimé les cellules. Elles existent toujours, mais les cellules, l'avantage, on est 5 ou 6 et chacun dit ce qu'il a à dire. Par rapport au terrain, par rapport aux gens qu'il connaît, par rapport à tout ça. Et par contre, quand vous êtes déjà une vingtaine dans une assistance, il y a les beaux parleurs et les autres qui se taisent et qui gardent leur inquiétude pour eux. Et tout ce parti-là, si vous voulez, cet affrontement au moment des minoritaires et des majoritaires à Tours, il est déjà en gestation. C'est-à-dire que vous avez ça qui est très profondément, c'est-à-dire que une avant-garde, c'est au contraire l'essence même de la démocratie. Dans une population, pas tout le monde est révolutionnaire, mais si on arrive à les convaincre que leur intérêt, les masses, eh ben, elles sont irrésistibles, elles font l'histoire, etc. C'est-à-dire que vous avez la nécessité d'avoir un parti d'une avant-garde pour être réellement démocratique, pour qu'effectivement puisse s'opérer ce travail entre des militants qui eux-mêmes sont prêts à donner leur vie, à donner leur temps pour faire quelque chose, et la masse, c'est-à-dire des gens dont leurs propres intérêts jaillissent et qu'il faut, à savoir, discuter avec eux et faire avancer avec eux. Donc, c'est ce qui va à Tours apparaître, c'est une colère, comme il y a aujourd'hui, je dirais, dans la France d'aujourd'hui, il y a une colère. Mais cette colère, elle est à l'état brut. Il faut voir ce qui vient de se payer, la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale. Il raconte cette boucherie. Il raconte comment ils ne tiennent plus à un moment les tranchées. Il y a partout, ils veulent faire la fraternisation. Et c'est là que Pétain intervient et dit on va décimer, c'est-à-dire on tue pour forcer à aller à la boucherie chez les autres. Donc il y a cette colère chez les masses. Et il y a la colère parce qu'ils crèvent de faim. Ils sont partis fusil au clair, mais là, ils commencent à crever de faim. Et je trouve que ça me rappelle beaucoup ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que nous avons une colère populaire. Mais cette colère, elle peut aller n'importe où. Donc, la nécessité, c'est la question qui se pose par Lénine et par tout ça, c'est à la fois un parti d'avant-garde et en même temps la confiance dans les masses et pas le mépris des masses. Et c'est ce qui et si on regarde bien la situation française, elle se caractérise par un peuple, c'est ce que Marx dit, très, très politisé.
C'est-à-dire qu'il est toujours dans le politique. Si tu lis les luttes des classes en France, c'est ça. Et donc, ce que va faire Torres, c'est ce qu'on voit surgir à Tours, et qu'il va falloir du temps pour créer, c'est un parti communiste qui arrivera à rassembler tous ces aspects hétéroclites qui fait la France, quoi, du syndicalisme révolutionnaire, n'importe quoi, pour en créer une avant-garde révolutionnaire. Et ça va être très, très long et très compliqué, et c'est passionnant parce que dans ces textes, on voit à la fois des êtres humains. Par exemple, on voit que les êtres humains ne sont pas totalement déterminés par l'histoire. Vous avez par exemple un type comme Jaurès, qui est un abominable réformiste. Il a non, excusez-moi, je vois Diane qui proteste. Quand tu le vois, Abominable. Non. Réformiste, pas marxiste. Voilà, il est réformiste, il n'est pas marxiste, mais il a quelques qualités. Bon, il est d'abord, c'est par rapport à ceux qui sont derrière lui, alors, il arrive, la phrase que dit Préville dans ce texte, c'est par ses qualités de tribun, il arrivait à masquer son réformisme, à lui donner une sorte d'élan. Bon, déjà, il a cette qualité, c'est un grand tribun. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'il a une sorte de foi profonde, c'est un humaniste. Et bien évidemment, il est sincèrement contre la guerre. Et c'est ce qui fera ça. Moi, on lui pardonne tout à la fin parce qu'il est mort, je dirais, il est mort correctement. Hein, il est mort en faisant ce qu'il fallait. Et dès qu'il est mort, son assassin a été gracié, c'est la honte, quoi. Dès qu'il est mort, on dirait que déjà dans les rues, il y a les ligues de factieuses qui sont là, qui insultent les gens si par malheur ils leur paraissent pas assez combatifs. Les femmes de la bourgeoisie qui applaudissent, ramenez-nous les moustaches de Guillaume, etc., etc. Et il y a déjà dans c'est ce qu'il décrit, quoi. Il y a quand il le tue, les autres s'effondrent. Et donc, il faudra quelque temps pour que, d'ailleurs, quand à Zimmerwald, déjà ceux qui sont des syndicalistes révolutionnaires, d'autres ils disent, oh, vous savez, nous, on peut peut-être, on est d'accord avec vous, il faut se battre contre notre propre direction, mais regardez ce que nous font les Allemands. La France ne tolérerait pas. Ils veulent la guerre, ils veulent se venger sur ce que leur font les Allemands. Ils nous ont envahis, ils nous ont fait ceci. Enfin, chacun trouve de très bonnes excuses pour ça. Mais, et ils accusent Lénine d'être comme les guédistes, irréalistes. Lénine serait comme les guédistes, c'est-à-dire il ne verrait pas la réalité et il ne verrait pas que les Français veulent continuer à se battre et ils ne peuvent pas accepter, ils ont une conception de la nation, on vient les chercher, on les attaque, il faut qu'ils défendent leur patrie, etc., etc. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le congrès de Tours, moi je trouve, et qu'il faudrait, peut-être que Fréville ne l'analyse pas assez à mon goût. C'est-à-dire qu'il n'analyse pas assez le côté qu'est-ce que la nation et par exemple le fait que tout le congrès de Tours va se passer en référence avec la Révolution française. On parle tout le temps de la Révolution française dans le congrès de Tours, quoi. Les gens font tout le temps des références à la Révolution française et au meilleur des cas à la Commune de Paris et au fait que la Commune de Paris, c'est un élan patriotique, hein, d'abord. C'est-à-dire qu'ils sont dans le patriotisme au congrès de Tours. Il n'y a pas
cette réflexion que je trouve d'ailleurs qu'il manque encore cette réflexion qu'on trouve chez Marx et qu'on trouve chez Lénine et encore plus chez Staline. Je vais bientôt publier un texte de Staline qui répond à Ludwig. C'est-à-dire la nation, quand on lui dit, je parle à Staline, on lui dit, est-ce que vous avez la même nation que Pierre le Grand? Il dit pas du tout. Est-ce que vous prenez pour Pierre le Grand? Il dit pas du tout. Pierre le Grand, c'était la nation des bourgeois et des aristocrates. Nous, notre nation à nous, c'est la nation des prolétaires. C'est-à-dire qu'il faudrait, et je pense qu'après, là je vais m'arrêter pour vous donner l'occasion de parler, puisque j'ai posé une première question, mais j'en poserai une seconde, c'est sur le rôle de la nation. Alors, si vous voulez bien, là j'ai posé une première question, c'est sur qu'est-ce qu'un parti communiste et qu'est-ce qui naît à Tours et comment que va faire Torres par rapport à ce parti communiste et qu'est-ce qui n'existe pas encore à Tours et qui est pourtant en gestation de ce point de vue-là. Voilà, c'est la première question que j'ai posée et je trouve qu'on devrait la développer non seulement par rapport au questionnement qui était celui de Tours, mais par rapport au questionnement qui est aujourd'hui celui d'aujourd'hui et qu'on retrouve en filigrane dans la préface que fait Rémi Herrera, qui est très intéressante également. Voilà. Alors, je vous laisse un peu la parole sur cette question de qu'est-ce qu'un parti révolutionnaire. Très bien, merci déjà pour cette ces premières réponses. Là, donc, Diane voulait donc te poser la question, elle levait la main déjà. Je voulais faire un commentaire. Ouais. En général, hein, pas en réponse à ce que dit Daniel, mais ce qui précède le congrès de Tours. Il y a eu des congrès dans toutes les fédérations de la SFIO, dans tout le pays. Et on remarque, enfin, sur la question, voulons-nous adhérer à la Troisième Internationale qui a été fondée en 1919 par Lénine et ses compagnons, en fait, par par une réunion de plusieurs partis sociodémocrates à l'époque, et qui ont établi 21 conditions pour adhérer, qui sont très strictes, hein, pour adhérer à la Troisième Internationale, et qui contiennent ce dont parlait Daniel tout à l'heure, l'obligation, enfin, du centralisme démocratique, c'est-à-dire le plus large débat dans les instances, mais une fois que la décision est prise, une discipline absolue. Ce qui vaut aussi pour la presse du parti et ses organes de propagande. C'est-à-dire que le parti, membre de la Troisième Internationale, il ne laisse pas toutes les tendances s'exprimer dans l'humanité, par exemple. Il faut que ce soit les positions du parti qui ont été largement débattues. Et ça, c'est quelque chose que Blum ne supporte absolument pas, puisqu'il parle de dictature. Il veut, Daniel, tu l'évoquais, il veut un parti ouvert, etc. Là, c'est une épine dans le pied, et c'est une épine dans le pied de nombre de communistes, puisque le PCF a renoncé au centralisme démocratique. Mais je voulais dire que précédant le congrès de Tours, il y a une énorme colère dans la classe ouvrière qui veut, et il y a énormément de militants du Parti socialiste qui disent qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ces socialistes aux mains rouges de sang qui ont voté les crédits, qui ont collaboré avec la bourgeoisie dans la grande boucherie, etc. Plus, parce qu'ils sont quand même toujours là, il y a la collaboration au niveau syndical avec comment il s'appelle, le secrétaire général de la CGT, Jouot. qui casse en 1919, il fait tout pour casser la grève des métaux, de la métallurgie, hein, voilà.
il ne fait rien, il n'incite pas aux grèves alors qu'il y a des conditions de travail épouvantables. La CGT, Jouot, avait contrôlé les ouvriers pendant la guerre parce qu'il fallait les mettre à la production. Les paysans à la boucherie, hein, parce que c'est surtout des paysans qui sont morts, les ouvriers dans les usines pour faire tourner l'économie et engraisser les capitalistes. Et puis, il y a la grande grève des cheminots. Oui. Là, Daniel, tu as sûrement un avis. En 1920, grève générale des cheminots qui demande notamment la nationalisation des chemins de fer, puisque toutes les infrastructures ont été payées par l'État, mais comment ça s'appelle, les rentes, l'exploitation est laissée à des capitalistes privés, donc la nationalisation des chemins de fer. Et Jouot, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose que M. Martinez, une idée que M. Martinez reprend allègrement aujourd'hui. Il ordonne des débrayages successifs, c'est-à-dire une région de cheminots débraye, fait la grève, les patrons ne veulent pas négocier, on arrête, on envoie la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, et ça fait beaucoup penser aux journées d'action saute-mouton, hein, Interpro, une journée, on fait une manif, soit dans toute la France, soit à Paris, manif nationale, et ça n'aboutit jamais à rien, jamais à Diane, rien. si tu permets, Diane, Alors j'ai je fini. ne peux pas accepter qu'on mélange la grève des cheminots de 1920, qu'on fasse des analogies historiques qui ne sont pas, qui ne sont pas bienvenues. Je considère que ce qui a été mené en particulier par notre camarade Laurent Brun, Ah et oui. pas par Oui. Philippe Martinez, etc. seulement, la SNCF dans des conditions extraordinairement difficiles qui sont les nôtres actuellement, où justement on n'a pas de perspective politique et on a des gens qui, sur le plan politique, n'offrent aucune possibilité. Et on a des mouvements, la France se caractérise par des mouvements de lutte aussi bien contre le code de travail que contre la grande lutte de la SNCF, hein, dont les travailleurs de la SNCF eux-mêmes viennent de faire des élections professionnelles qui prouvent à quel point ils ont adhéré à la conduite des luttes et à son caractère démocratique, etc., etc. Donc, je propose que sur ce plan-là, on évite toute analogie et qu'on met le Jouot à la grève de la SNCF de maintenant. Non, non, je ne parlais pas de la grève de la SNCF, je parlais des journées d'action périodiques interpro organisées, que ça fait penser à ce qu'a imposé Jouot en 1920 aux cheminots. Je ne parlais pas du tout de la récente grève des cheminots, mais de tout le mouvement, par exemple, les retraites. Comme on aurait pu laisser glisser de l'un à l'autre, je suis d'accord avec toi, je sais que tu es… Je tiens à préciser, donc c'est Voilà, hein, je tiens à préciser parce que la loi travail, etc. Il y a, je pense que je pense que ce qui a été joué et qui est très grave et sur lequel on s'entendra actuellement par rapport à ça, c'est sur le fait que pratiquement il n'y a pas eu de perspective politique et que nous avons beaucoup souffert depuis, je dirais, une vingtaine d'années, 30 ans, mettons 30 ans, hein, de l'absence, moi, je pense que nous avons beaucoup souffert de l'absence d'une perspective politique. Et puisque nous sommes dans l'analogie, tu sais à quel point mes mémoires sont une critique de l'eurocommunisme et de tout ce qui a eu lieu à ce niveau-là. Je pense que l'eurocommunisme joue encore
comme la queue du lézard, quoi, comme quelque chose qui se poursuit. Et par exemple, j'interprète, puisqu'on est dans l'actualité, j'interprète ce qui s'est passé dans les régionales de Madrid comme en quelque sorte un des derniers sursauts de l'eurocommunisme sous une forme radicalisée, apparemment, qui est celle de Podemos ou des choses de ce type. C'est-à-dire qu'on a connu non seulement l'eurocommunisme, mais ses formes. Quand le Parti socialiste, alors là on peut faire l'analogie avec ce qui s'est passé au moment du congrès de Tours, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on retourne à un congrès de Zimmerwald. Parce qu'il y a eu la même trahison et la même fin de la social-démocratie. Le Parti communiste est certes dans un mauvais état parce qu'il a suivi, d'après moi, il a suivi l'eurocommunisme et la stratégie du PS, donc il a payé pour ça, et c'est en tant que dans sa forme social-démocrate qu'il a le plus pris. Donc, nous avons aujourd'hui quelque chose d'assez semblable, mais c'est jamais une analogie. Hein. L'histoire est la science des faits qui ne se reproduisent jamais à l'identique. Il faut donc à la fois tirer des leçons de l'histoire, mais savoir bien ce que l'histoire d'aujourd'hui a de différent avec l'histoire de hier et ne pas prétendre coller les recettes de l'un à l'autre. C'est la grande idée de Marx. Hein. L'histoire des analogies, une fois une comédie, une fois une tragédie, etc. Alors, nous sommes aujourd'hui devant le même problème, d'après moi, qu'au congrès de Tours, c'est-à-dire on a au congrès de Tours, la deuxième internationale a trahi. Aujourd'hui, si on regarde bien ce qui se passe, nous avons une trahison, les socialistes, les sociodémocrates ont accompli la même trahison pour la classe ouvrière en acceptant le néolibéralisme, en acceptant les vagues d'austérité, etc., et y compris les guerres, parce qu'ils ont reproduit des guerres coloniales. Donc, là, dans la dernière période. Donc, ils ont trahi et ils produisent systématiquement les mêmes pseudo-radicalisés. Mais, comme au congrès de Tours, et c'est en ça que c'est intéressant, on ne peut ni accepter le discours pseudo-radicalisé, ni accepter de continuer la social-démocratie. Il faut une rupture. Oui, oui, il faut une rupture. Il faut une rupture. Et cette rupture, elle est claire et nette. Elle ne peut exister que si les travailleurs et la classe ouvrière ont une organisation à la hauteur des enjeux. Oui, bon. Tout à fait d'accord. Et je pense que de ce point de vue, nous sommes un certain nombre à faire la même analyse. D'accord? Oui. Bon. C'est ça qui est intéressant dans le congrès de Tours. Le congrès de Tours, comme aujourd'hui, témoigne d'une colère sans nom. Oui. Comme tu le dis, on a envoyé massivement les paysans, on a envoyé massivement toutes les couches ouvrières. Par exemple, maintenant, ça fait des années qu'on envoie des gens qui n'ont plus le droit à la parole, qui n'ont plus le droit à rien, qui sont les petites gens, etc. On les envoie dans le mur. Et ces gens-là se retrouvent dans une colère noire contre ceux qui ont trahi. Au point, y compris parfois, d'aller vers l'extrême droite. Chez nous, hein, je parle maintenant. Oui, oui. Et si tu prends à ce moment-là, dans le congrès de Tours,
Que disent au congrès de Zimmerwald et partout? Ils ont peur de la scission. Ils ont peur de s'affaiblir parce qu'ils se sentent encore plus faibles, tu vois. Donc, ils ont peur de tout ça. Et tu parlais de chaque section. Chaque section se prononce, mais n'est pas si clair que ça sur la question de la scission, justement. De l'adhésion à la troisième internationale, il y a une majorité de fédérations. Tout à fait, il y a une majorité, mais avec des résistances sur la scission, sur tout ça. Les choses ne sont pas claires. En particulier sur les 21 conditions. Il y a des fédérations qui disent oui, on est pour l'adhésion à la troisième internationale, mais avec des réserves sur les 21 conditions, sur la 20e, la 21e, là, je ne sais plus les numéros, mais ils font des réserves parce que c'est un tel changement par rapport à la pratique qu'ils avaient dans la SFIO, dans le Parti socialiste jusque-là. Et c'est une telle rupture, comme tu disais, avec la pratique, car il s'agit de construire un parti d'avant-garde démocratique, mais centralisé, discipliné, rigoureux, avec une ligne politique à élaborer, mais claire, à élaborer selon les conditions particulières du pays, la France en l'occurrence, mais avec des incontournables, dont l'internationalisme prolétarien, le soutien indéfectible à la jeune Union soviétique, c'est dans les 21 conditions. Nous sommes d'accord. Et ça, c'est un changement tellement énorme qu'on comprend que, mais d'autre part, les fédérations, et notamment paysannes, qui se sont récemment constituées après la grande boucherie, etc. À ce propos, Barbus, qui n'est pas encore, Henri Barbus, qui n'est pas encore membre du parti, mais il a déjà écrit Le Feu, qui a eu un succès. Absolument, qui a eu un succès. Dans les classes populaires, dans la classe ouvrière. Bref, les fédérations pour les fédérations paysannes elles adhèrent parce qu'elles en ont assez, qu'elles ont été trahies. Et il y a énormément, c'est dans les minutes du Congrès, de délégués qui disent plus rien à voir avec ces socialistes aux mains rouges de sang qui nous envoient. Je suis d'accord, mais pour le moment, tu enfonces un clou et je suis d'accord pour que tu l'enfonces. Mais attention, le clou, l'analogie. Ah non. Attends. Ce que je veux dire, c'est que autant nous sommes devant une situation qui est quand même le soutien à l'Union soviétique. D'accord ? Et on est tous d'accord là-dessus, c'était la grande question, parce que, comme l'a dit Edmond, il va être attaqué, et non seulement l'Union soviétique continue à se battre contre les Allemands qui n'ont pas des armées, mais 14 nations, sitôt l'armistice est signé, se reportent, et de la Pologne, tu as notre grand De Gaulle qui est la plume de Pétain, et dont le premier travail, c'est d'organiser la lutte contre l'Union soviétique depuis la Pologne. Juste, Daniel, une petite incise là, mais je serai très court, et c'est dans Fréville. Il faut savoir qu'en décembre 2018, 40 000 soldats français sont à Odessa et en Crimée, annexion de la Crimée, là sans référendum à 95%, par 40 000 soldats pour mater les ouvriers soviétiques. Et qu'en avril 1919, les Français vont bombarder allègrement Sébastopol avec des dizaines ou des centaines de morts civils. Donc, ce qui a donné après la révolte des marins dans l'est de la Méditerranée. Voilà, donc j'ai juste une petite insiste quand même. J'insiste sur le chiffre.
J'insiste sur le chiffre parce que c'est quand même important. C'est 40 000 soldats envoyés pour envahir la Crimée. Hein, on a une image de l'annexion de la Crimée, là, aujourd'hui. Bon, là, c'était les Français et Odessa également, quoi. Voilà, absolument. Je ferme la parenthèse. Nous sommes tout à fait d'accord sur les faits. Mais, si tu veux, justement, tu n'es pas… quand tu parles, on ne peut pas faire d'analogie. Oui. Par exemple, on a choisi de faire avec maintenant, on ne peut pas faire la même analogie avec le rôle à ce moment-là que joue l'Union soviétique. On ne peut pas. Avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il est né autre chose qui exige aussi un internationalisme prolétarien à mes yeux, mais qui est d'une autre nature et qu'il faut analyser. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu as Lénine ou quand tu as la libération plus tard, l'Union soviétique, avec le prestige énorme qu'elle représente, tu as une situation, je dirais, totalement différente de celle d'aujourd'hui. On est d'accord ? Oui, oui. Bon. Mais là, ton nationalisme… La fois, avec… tu sais à quel point je tiens à notre nationalisme et à quel point nous nous rejoignons très souvent sur ces questions-là et à quel point je n'ai aucun problème. Mes problèmes sont très circonscrits. Tu sais très bien que mes problèmes à moi ne sont ni l'internationalisme prolétarien, tu es comment on appelle ça, au PRCF, et moi j'ai choisi de soutenir Fabien Roussel pour être clair. Et le débat que nous avons ensemble est un débat d'estime, hein, mais sur des faits, ce n'est pas parce que je suis une amoureuse du Parti communiste, parce que je suis une vieille sentimentale, etc. C'est parce que comme toi et comme d'autres, je fais une analyse et qu'il y a des points dans cette analyse dont il est intéressant de les travailler. Il est intéressant de les travailler, ces points. D'accord ? Alors, ces points n'admettent aucune analogie entre la situation du congrès de Tours et ce à quoi tu tiens visiblement beaucoup, les trucs que Karadetsky apporte, comment on appelle, les 21 conditions. Bon, c'est effectivement d'une très grande importance pour le congrès de Tours. D'accord. Et si tu veux, par contre, je pense qu'en ce moment même, la question du centralisme démocratique est une question très importante, y compris pour la suite et l'avenir du Parti communiste français. Ah, oui. Voilà. Simplement, nous n'avons pas la même vision. Je vais te dire sur quel point. Mais ce n'est pas du tout une critique, c'est le débat. Moi, je vois la grande différence entre Blum et que Fréville appelle l'esthète, entre Blum et tous les autres, c'est dans c'est dans l'idée qu'une sorte de mépris des masses. C'est très compliqué ce qu'il faut faire. Il faut considérer qu'un parti d'avant-garde est au contraire le plus haut niveau de confiance dans les masses et pas un petit groupe sectaire qui a toujours raison et qui, évidemment, ne se confrontant pas aux masses, peut toujours penser que dans sa tête, dans l'imagination, il a toujours raison. Tu vois ? Donc, et d'autre part, un parti qui est confronté avec les masses est obligé de faire des autocritiques de temps en temps. Le chef, il est obligé de faire une autocritique. Et quand il a fait une imbécilité,
eh ben, il faut qu'il sache dire, c'est peut-être pas tout ce qu'il fallait faire. C'est ça la réalité. Voilà. Et c'est sur ces points-là que nous avons un désaccord, et je pense qu'aujourd'hui, il est plus important de mettre le pas vers un retour au travail de masse que n'importe quoi d'autre. Les discussions entre appareils ne mènent nulle part. Je m'explique. C'est exactement l'aspect type, si tu veux, social-démocrate. Ils passent leur temps à ça, à faire des discussions entre appareils. Écoute, tu as été comme moi, tu as été élevé dans ce parti probablement, moi j'y suis né, j'étais, à l'âge de 15 ans, j'étais déjà je suis tombée dans la marmite. Bon, donc je suis comme Obélix, j'ai pris de la potion magique et je sais ce qu'on me disait. On me disait, ce qui naît du congrès de Tours, on me disait, l'union à la base et au sommet, quelquefois. L'union à la base, toujours. L'union au sommet seul, jamais. D'accord? Bon. Donc, le travail de ce parti, c'est de reconstruire d'abord ça, c'est-à-dire le rapport à un peuple qui est en plein désarroi, le peuple français aujourd'hui, qui n'en peut plus, qui est au bord de la... quand tu vois l'autre abruti, la Ferry, qui dit qu'à 3 000 euros par mois, il n'arrive pas à s'en sortir à la retraite, et que tu sais qu'il y a des femmes à 850 euros, seules, hein, et qui sont devant ça. Donc, ces gens-là, c'est Marie-Antoinette. C'est indécent. Indécent. Bon, donc, il faut reconstruire, parce que dans le fond, tu as eu un parti qui a été profondément coupé de toute activité autre qu'une activité électorale, temporaire, etc. Et moi, je pense que le premier acte de construction de ce parti, c'est le retour dans le monde du travail, où on apprend deux choses dans le monde du travail. On apprend ce qu'est l'exploitation, on est au cœur de l'exploitation, mais on apprend aussi les nouvelles technologies, tout ce qui est innovation. Et on apprend à les maîtriser pour le bien-être du peuple. Donc, moi, je privilégie cette dimension. Je privilégie le fait que, comme tu le dis, et c'est vrai, parce qu'il est quand même parti, ce congrès de Tours, d'une base qui était en plein désarroi, qui venait de... C'était terrible ce qu'ils avaient vécu. Et partout, dans tous les villages de France, ils s'étaient quand même rassemblés pour essayer de dire que justement, ça suffisait. Tu vois? Et bon, moi, je vois que quelque chose de cet ordre-là, je ne me fais pas d'illusions, mais quelque chose de cet ordre-là est en train de naître et je ne veux pas le rater. Alors, tout à fait. Merci Daniel. Juste une petite question pour rebondir un petit peu là, sur ce que tu dis, puisque la nuit finit à Tours, donc on a essayé de définir les contours de la nuit qui était la leur, quoi. Et alors, sans verser dans l'analogie, mais est-ce que tu pourrais nous indiquer des pistes pour déterminer quelle serait notre nuit aujourd'hui? Quelle serait notre nuit au PCF, j'entends, et Si comment tu la veux, dépasser? pour moi, je suis absolument convaincue que la trahison de la social-démocratie, que tu trouves chez les démocrates américains, partout,
sous des formes les plus diverses, ce qui était jadis le monde ouvrier, c'est complètement transformé en des appareils coupés de leur base ouvrière qui l'ont trahi a priori. Par exemple, tu prends le cas de Mitterrand. Mitterrand a fait du tort, a trahi le Parti communiste français, mais alors qu'est-ce qu'il a fait au PS? Moi, je me souviens, j'étais avec Krasuki, il voyait Mauroy, ils discutaient tous les deux, et Mauroy lui disait, il y a les visiteurs du soir. Les visiteurs du soir, c'était Gattaz. Ce qu'il imposait, Mitterrand, il s'en foutait complètement. Il voulait que Mauroy soit là pour tenir la CGT et tenir les communistes. C'était un jeu triangulaire. Et je pense que la pire des trahisons, ceux qui l'ont subi, c'est le PS qui l'a détruit. Regarde ce qu'est le PS aujourd'hui. C'est terrible. Moi, je le vois sur Marseille, enfin, entre les mafieux qu'on retrouve au Parlement avec des bracelets électroniques. C'est comme Sylvie Andrieux. C'est incroyable. Donc, ce Parti socialiste, il l'a détruit. Or, partout tu as eu ce phénomène et qui est lié à l'Europe. C'est-à-dire qu'on a installé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale des instruments pour empêcher que les communistes prennent le pouvoir. C'est ce que dit très bien Rémi Herrera dans votre préface. Il dit « Je souhaite bien du bonheur à ceux qui prétendront faire du socialisme avec cette Europe qui a été exprès créée pour détruire, pour empêcher qu'aucun parti communiste vienne au pouvoir. » Et je pense qu'il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'ils ont eu, comme toujours chez les sociodémocrates, quand il y a un échec aussi retentissant, ils revivent sous une forme plus radicale que moi, je meurs. Mais toujours sur le même modèle, c'est-à-dire le mépris profond de la classe ouvrière, des couches populaires, etc. Donc, moi, je préfère me battre. Je me dis que le chemin est étroit. Hein. On est dans une situation abominable. On parle beaucoup de 1938, mais en 1938, il y avait encore même mis dans la clandestinité un parti communiste. Il y avait encore des cadres qui partout sont allés reconstituer dans la clandestinité, Gaston Plissonnet me le racontait, sont allés reconstituer le parti communiste. Là, on est vraiment dans une situation terrible. Il y a beaucoup Très bien, merci. Du PC qui le disent, je pense. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait, franchement, je te le dis, je n'essaie pas de vous convaincre pour vous rendre. Je pense qu'on a besoin de gens qui ont conservé quelque chose qui est absolument dramatiquement absent. C'est un des effets de la période, c'est le rapport au théorique. Quand tu vois un Torres qui justement arrive, c'est un grand théoricien, c'est-à-dire qu'il travaille toute la journée les textes, il analyse, il a une culture, et il faut lire, il faut travailler, il faut que tout le temps un communiste réfléchisse, etc. Ce travail, pour moi, mes camarades du PRCF, vous avez aidé à faire qu'il soit encore là. Vous avez été des lumières dans la nuit. Bon, mais c'est vrai, je le pense et je ne dis pas ça, je le dis publiquement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin, je vais vous dire, j'ai envie de dire à mes communistes que j'ai tous connus, je les ai tous connus au parti, ils étaient le parti de Torres.
celui qui justement avait réussi à fondre ces foutus crétins du syndicalisme révolutionnaire dont on ne sait jamais où ils vont, hein, mais qui en même temps ont une combativité et qui sont importants à leur manière. Ils sont ce qui fait qu'il n'y a pas eu totale trahison. Eh bien, je voudrais que tous ces gens-là se rendent compte du potentiel qu'ils représentent et comment dans cette nuit, il a surgi à la fois des vieux communistes qui se sont sentis assez forts pour dire non. On ne veut pas que ce parti s'efface. Ils avaient commencé à dire, quand on a voulu enlever le nom, non et non et non. Tous les congrès, on leur proposait d'enlever le nom et tous les congrès Ouais, disaient non. terrible. Hein? Bon, je crois qu'il faut partir de ce qu'on a. Il faut respecter ce qu'on a et construire ensemble, en sachant faire une autocritique chacun. Oui. Parce qu'on s'est tous trompés. Hein? Dans la période où on est en pleine confusion. Et quand on n'a pas de stratégie, on perd toujours. Parce qu'on ne sait pas où on va. Et ceux qui ont une stratégie, le capital a toujours une, le profit. Quand on n'en a pas, on perd. Donc, il faut avoir le courage de tenter et de travailler ensemble. Oui. Très bien, très bien. Juste un peu pour rebondir sur ce que tu as dit. En fait, la trahison, ce que Fréville appelle le collaborationnisme de classe, hein, il ne s'affiche jamais comme tel, parce que forcément, c'est l'évidence. Donc, il ne s'affichant pas comme tel, et il s'affiche autrement. Et est-ce que tu serais d'accord quand même pour dire que finalement, ce retour du collaborationnisme de classe, c'est au niveau du discours, s'est transformé en un réseau de signifiants vides, si tu veux. Absolument. C'est-à-dire que c'est frappant à quel point, tu sais, on trouve le même phénomène c'est pour ça que le théorique est intéressant. Quand il y a la grande offensive des nouveaux philosophes, Deleuze leur dit, vous avez des concepts qui sont comme des dents creuses, ils ne mordent sur rien. Vous vous rappelez de cette phrase, vos concepts à Bernard-Henri Lévy et aux autres, ça ne mord sur rien. Eh bien, c'est frappant à quel point nous avons le don d'avoir des choses, des trucs creux, des faux antagonismes. Mais ça, je pense que le pouvoir le joue exprès. Quand périodiquement, on nous envoie, une fois c'est la chloroquine, bon, on avait un débat essentiel, la défense du service public et de santé et la gratuité et la défense de tout notre système de santé, c'était ce qu'il fallait s'acharner, tu vois, mordre là-dessus et rien laisser. Et tu as eu tous les machins qui partaient. Une fois, c'est la chloroquine. Une autre fois, il ne fallait pas les masques. L'autre fois, il ne fallait pas les vaccins. L'autre fois, il ne fallait pas ceci, cela. Bon, rien que c'est là-dessus, tu vois comment on peut faire. Et tu as les mêmes discours vides chez les élites politiques. À gauche, principalement. À gauche. Et oui, et le rassemblement. Ah, ce truc-là, c'est un record. Le rassemblement, pourquoi faire? Pour le rassemblement, quoi. Pour le rassemblement. Vous ne voulez pas du rassemblement. Attends, qui veut pas le rassemblement? Tout le monde veut le rassemblement. Mais pour qui? Pourquoi faire? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on cherche? Là, nous sommes faits pour le rassemblement. Bon, premièrement. Vous avez des concepts, mais qui ne mènent nulle part. Je pense qu'on est confronté à ça, à des discours littéralement creux. Alors creux, parce qu'on a affaire à de sinistres imbéciles, il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus, ils répètent ce qui fait chicos, qu'on répète, etc.
Mais en même temps, c'est dramatique. Parce que tu as une sorte de vocabulaire, de paroles, et c'est typique dans les médias. Tu es là, en Provence, on dit ça se vient par là, mais qu'à se dit. Tu vois, il a bien parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as rien, mais on est arrivé à faire des réunions, et ça remonte jusqu'au Conseil national. C'est-à-dire que tu as des conseils, des réunions du Conseil national dont tu ne sais pas quel est l'ordre du jour et à quoi on veut aboutir. Et chacun part de là avec son œuf. Il vient raconter sa vie. Moi, quand j'étais membre du comité central, bon, on votait, on choisissait, et quand j'allais raconter aux autres, je racontais ce que j'étais censé. Les questions étaient posées et j'étais censé faire discuter d'un certain nombre de questions pour que les camarades s'engagent dans une action. Fini. Le mec, il arrive, il te raconte sa vie, ce qu'il a lu dans le dernier numéro du Nouvel Observateur, sur les catégories socio-professionnelles, sur n'importe quoi. Mais c'est creux. C'est-à-dire que les communistes, même tels qu'ils sont, ils ont besoin d'agir. Ils sont là pour faire, pour penser, mais dans le faire aussi. Et il faut qu'on se donne une réflexion, qu'on repense, qu'on retravaille. Et c'est là qu'on a besoin de travailler avec les masses, et pas seulement dans nos laboratoires ou dans nos réflexions intellectuelles, notre théorie. Il faut que notre théorie, elle soit orientée vers la transformation et vers l'action. Et ça, c'est parce qu'on ira et qu'on se heurtera à des discussions, à un travail collectif, etc. Et c'est moi, la seule confiance, j'ai deux choses qui me donnent confiance en Roussel. Pour le reste, tu sais que je n'ai jamais vu de ma vie. Hein. Et en plus, je suis sûre que s'il faut qu'il me largue pour la défense, pour se rallier cette Fédé des Bouches-du-Rhône, les dirigeants de la Fédé des Bouches-du-Rhône, et pour faire un compromis avec eux sur mon dos, il le fera sans état d'âme. Je ne me fais aucune illusion sur ce que je pourrais retirer à titre personnel, mais je sais qu'il accomplit deux démarches. Aller vers le monde du travail, vers les couches populaires, et il le fait sincèrement. Et d'autre part, c'est un homme qui a un certain sens, mais là, il faudrait qu'on en reparle, de la nation, parce que pour moi, c'est une vraie question, et j'ai des explications à avoir, par exemple, avec mes camarades du PRCF là-dessus. Je ne suis pas convaincue, je suis à la fois tout à fait d'accord avec eux sur l'importance de la nation, hein, mais en même temps, je ne suis pas convaincue que leur conception de la nation, je pense qu'ils sont plus près de Roussel que de moi, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une nation comme si elle était éternelle, presque. La nation, c'est quelque chose qui, justement, est très différent si elle est prolétarienne et si elle est bourgeoise. Ce n'est pas les mêmes contenus. On a beau dire que la nation de la Révolution française, c'est la nôtre, elle engendre quand même Napoléon, qui est un révolutionnaire, c'est Metternich plus la Grande Armée, mais en même temps, c'est celui qui va rétablir l'esclavage, et ce n'est pas un hasard, parce que la bourgeoisie est belliciste et esclavagiste. Elle a besoin de l'esclavage. Voilà, donc c'est la limite. Napoléon montre les limites de ce qu'est la révolution bourgeoise. Bon, et pourtant il a du génie et il a une grande perspective, mais il montre les limites de la révolution bourgeoise. Et d'un autre côté, si tu veux,
la nation telle que le fonde le prolétariat, justement, doit rompre avec cette conception qui va engendrer une nation à la Jules Ferry, qui à la fois produit le système éducatif français et à la fois est un colonialiste. C'est-à-dire que notre propre nation française doit être à la fois dans la continuité et dans la rupture, y compris avec Jaurès. Voilà. Donc, tu vois, et c'est pas un hasard. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Je te dis, je vais sortir ce texte de Staline qui répond à Ludwig, je le trouve très, très pertinent sur la question de je n'ai pas la même nation que Pierre le Grand. Hein? Et si tu veux, notre nation à nous, elle exige la paix, alors que la nation née de la bourgeoisie exige la guerre. Ah oui. Voilà. Voilà. Nous sommes différents. Quand on arrive à cautionner les expéditions en Syrie et partout ailleurs, comme cette gourde de Clémentine Autain, hein, quand on arrive à cautionner des choses pareilles, des expéditions sous prétexte de, ou en Libye, Oui. eh bien, je vais te dire, on est dans la nation bourgeoise et dans la nation de la social-démocratie qui a pourri ce que la nation révolutionnaire avait de bon. Et dans la nation impérialiste. Impérialiste. Et en plus. Donc, où on en est maintenant? C'est ça, on a toute cette réflexion à avoir, nous, les communistes. Tout à fait. Et c'est pas facile, parce que le monde est confus. Et oui, le monde est très confus, parce qu'il y manque justement la perspective révolutionnaire des masses qui tout d'un coup font le choix de la transformation de l'histoire. On est objectivement dans la nécessité de passage d'un mode de production à un autre, dans la transition au socialisme. Et ça, on y est certainement depuis le congrès de Tours et depuis l'impérialisme stade suprême du capitalisme. Exactement. On y est depuis. Et on est de là-dedans. Mais il a fallu 600 ans à la bourgeoisie pour prendre le pouvoir. Hein? Donc, quand la bourgeoisie fait les grandes découvertes et va coloniser l'Amérique et qu'elle prend le Mexique, c'est le même moment où l'Empire romain s'écroule face à la prise des Turcs de Constantinople. Donc, on est vraiment dans des chevauchements historiques et des temps longs historiques dans lequel on peut accélérer, parce que justement le marxisme et la théorie nous aident à percevoir les choses, mais on est dans des périodes longues, dans lesquelles les choses, c'est clair, et il faut faire très attention à ce que nous faisons. Parce que suivant le chemin que nous prenons, nous risquons, dans une période historique déterminée, de nous trouver contraints par ce chemin dans des voies que nous n'aurions pas choisies. Merci Daniel pour ces réflexions. Juste, alors bon, pour articuler un peu ce que, puisque enfin, nous sommes sur les Tours, un retour sur Tours, mais en essayant d'éclairer aujourd'hui, quoi. Donc, si je comprends bien les deux points que tu avances pour les deux points voilà, qui te semblent comme particulièrement saisissants pour la candidature de Roussel, donc ça serait donc effectivement un retour finalement au monde du travail, quoi, qui est là désigné, et également donc effectivement une vision de la nation qui voilà, donc plus adaptée, quoi. Donc voilà. La nation, non, je pense que sur les deux points, il a mis un pied dans la porte. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, parce qu'il a eu l'idée qu'il ne fallait pas que ce parti s'efface, voilà. Parce qu'il avait un rôle à jouer
à la fois pour le monde du travail et pour la souveraineté nationale, que personne d'autre ne pouvait jouer. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout ce qu'il Mais alors, justement, un peu, donc, sans être pédant, on pourrait dire qu'effectivement, ça pourrait être une sorte de retour du signifié, quoi, donc au niveau de ce travail qui est enfin désigné après une éclipse totale depuis, on va il y a dire, de nouveau 50 un ans. Quoi. contenu potentiel. Pour mettre un peu de poil à gratter, quoi, tout en essayant de ne pas être pédant sur un sujet que je domine très mal, mais donc on pourrait dire effectivement le signifié est récupéré. Maintenant, faut récupérer le référent, quoi. Et alors donc l'aspect concret des choses. Donc, alors ceci dit, j'ai bien compris que toi tu vois effectivement, parce que là c'est un processus en autoconstruction, hein, et qui peut mettre des années, comme Thorez, etc. Voilà, mais il va bien falloir qu'il y ait, si le signifié est effectivement désigné correctement, pour la construction donc d'un référent, c'est-à-dire la nationalisation, planification, sortie de l'Union européenne, il va bien falloir que ça fasse ça partie d'une. Déjà, la campagne présidentielle, Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un an, il y a un an, on de va pouvoir tribune. la faire comme ça. Absolument, il y a un an de tribune. Donc, effectivement, ça peut être un processus d'autoconstruction. De toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Parce que Si tu veux, moi, quelle est l'autre alternative? je crois que, bon, d'abord, je trouve que tout ce qui a été fait est bien fait. Cette consultation des communistes est exemplaire. Franchement, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu l'exercice d'une telle confiance dans la masse des communistes sans manipulation. Eux, par contre, les autres, ils n'arrêtent pas. Hein. Mais il s'est passé quelque chose. C'est qu'ils ne se sont pas aperçus qu'au 38e congrès, ils avaient plus ou moins changé les secrétaires de section, tout ça, en mettant des gens qui avaient voté pour eux, mais qui en même temps étaient plus honnêtes qu'eux. C'est-à-dire qu'ils y avaient cru à ce qu'on leur disait. Et que peu à peu, ils ont fait leur expérience aussi. Et partout, tu as des gens inquiets, mais qui ont pris conscience, et l'épidémie les a aidés, plein de choses les a aidés, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que je crois que ce parti a quelque chose qui me touche profondément, moi. Et qu'on voyait dans cette conférence nationale qu'il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'était des petites gens. C'était des gens qu'on ne voit pas à la télé. Et c'était des gens qui pensent, qui réfléchissent, des infirmières, des gens qui n'ont pas le droit à la parole. Et qui étaient là et qui venaient dire ce qu'ils avaient à dire. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai vécu avec reconnaissance et respect. C'est-à-dire, on s'écoutait, on se parlait. Et on disait, bon, c'était pas du Kant, c'était pas du Marx, c'était même pas du Gramsci. C'était puisque le Gramsci a souvent servi à masquer, tu vois, plein de choses. Bon, donc bon, je n'ai rien contre un Gramsci, mais je pense qu'il est souvent utilisé pour masquer. Donc, ces gens-là, tous ces gens-là, venaient avec honnêteté et droiture dire ce qu'ils avaient à dire. Et je trouve que cette manière un peu même excessive, enfin, le Conseil national s'est prononcé. Après, il a fallu que les fédés nomment des délégués par section qui sont allés à la conférence nationale rédiger le bulletin qu'on ferait passer aux communistes. Pendant 3 jours, les communistes votent sur ce bulletin. Bon. Chaque communiste, on va le chercher, doit aller voter, etc., etc. Il y a un travail qui a été fait, tout, de recensement et tout. Je ne peux pas dire, je considère que c'est un travail exemplaire, qui n'existe dans aucun autre parti.
quand tu vois, bon, moi j'ai rien contre, tu sais, Mélenchon, il m'est arrivé de me battre avec lui sur l'Amérique latine parce que c'est un excellent connaisseur de l'Amérique latine et il s'est bien conduit sur l'Amérique latine très souvent, en particulier pour Chavez et pour tout ça. Donc je n'ai aucune antipathie pour Mélenchon. Mélenchon, c'était un trotskiste, un mitterrandiste, il n'a jamais caché qui il était. Je trouve que, lambertiste, je trouve que par rapport à son point de départ, il était même meilleur que ce qu'on pouvait attendre. Bon, donc, il n'a rien compris, ce gars-là. Écoute, regarde par rapport à ce que sont les communistes. Il s'est débrouillé d'aller déjà là, par exemple, de mépriser les communistes en faisant pression de l'extérieur sur eux, ce qui est inadmissible. Il voudrait faire voter contre lui, qui s'y prendrait pas autrement. Aucun communiste n'accepterait qu'on fasse pression de l'extérieur. Moi, je suis plus adhérente au parti. Je me suis interdite d'agir de l'extérieur. Parce que tu dois respecter. Ça, c'est Marie-Georges Buffet qui fait intervenir les groupuscules qui, à eux tous, sont tous dans une cabine téléphonique. Elle les fait intervenir pour faire accepter Mélenchon contre le parti. Ah oui, ça oui. Ça. Ben, si tu veux, ça c'est inadmissible. C'est pas les communistes. Alors tu me diras quand on était 700 000 et qu'on se retrouve 50 000, c'est qu'il y a bien 650 000 et des poussières. Il y a quelques, mettons, 300 000 ou 400 000 des poussières qui sont dehors. Et que donc on pourrait de temps en temps les prendre à vie. Bon, mais moi, je suis pour le respect de ceux qui sont restés dedans. Moi, j'ai plus la force. Je te dis la vérité, j'en pouvais plus. Mais à mon âge, il faut quand même un peu de repos. Mais si tu veux, c'est presque personnel en ce qui me concerne, survivre. Mais en même temps, par rapport à ça, il faut respecter les gens qui se sont organisés, qui sont des militants, qui cotisent, qui font ce qu'il faut, qui vendent le journal, qui font ce qu'il faut faire. Je les respecte, donc il faut les laisser agir entre eux, pas faire pression sur eux. Et il a fait pression. Il les a méprisés. Il a dit que c'était la direction, alors que lui, il a pris la décision tout seul de se porter comme candidat. Il n'a demandé rien à personne. Là, il y a une consultation de tout le monde et il dit c'est une affaire des directions. Enfin, il faut être fou. Les faits sont là. Ensuite, il fait comme Marine Le Pen le 1er mai, qui est la fête des travailleurs et des syndicats, où toujours les communistes et les organisations politiques et associatives ont défilé après les syndicats. Eh bien, il en profite pour aller se mettre, comme Marine Le Pen, essayer de dévoyer cette journée en termes de moi président. On ne le fait pas, ça ne se fait pas. Et je crois qu'il y a là une méconnaissance d'hommes d'appareil et pas de communistes. Je suis sûre que, Diane, on a des désaccords, y compris là-dessus, certainement, mais je suis sûre que si tu es une communiste, tu comprends ce que je veux dire. Hein? Un communiste, on le respecte. C'est quelqu'un qui, quand il s'est... Moi, mon mari, quand un type venait adhérer au parti, il lui disait « La décision que tu as prise pourra te conduire à la mort. Elle pourra te conduire à la torture, comme nous l'avons subi. Donc, fais très attention, réfléchis bien. » Et si un jour, il a ajouté, si un jour, tu as envie de descendre de la charrette, descends, va dans les prés, mais ne la laisse pas s'éloigner trop loin. Regarde où elle va. Et moi, je pense par rapport à ça que si tu veux, j'ai trop de respect pour les communistes et pour ce qu'ils représentent, parce qu'on a tous en nous le fait d'être communiste. Et on sait que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui donne une vie. Tout à fait, ben, merci. Juste pour le respect des communistes, mais est-ce que tu penses, par exemple, qu'en 2008, le congrès de 2008, donc, qui ouais, j'attends que tu aies terminé.
Mais il y a le téléphone, c'est d'autres trucs. Oui, non, mais c'est pas vrai. Mais qui tentait, bon, là, une liquidation du parti, hein, ils n'y sont pas arrivés. Mais est-ce que tu crois qu'après, justement, ce congrès, est-ce que c'est vraiment respecter finalement les communistes que de leur imposer sous des prétextes de rassemblement pour le rassemblement, comme tu l'as dit, ou de signifiants totalement creux et vides, Mélenchon, finalement, qui a été sorti du chapeau et imposé de manière, voilà, sans qu'il y ait rien à dire. Enfin, il y a eu des choses qui ont été dites là-dessus. Mais est-ce que là, est-ce qu'il faut respecter à ce moment-là ce type de décision, ou est-ce qu'il faut se... Moi, je n'ai pas respecté. Moi non plus, mais... mais moi, j'ai jamais voté. J'ai pas voté Mélenchon. Moi non plus. Je l'ai dit, alors que j'avais pas d'antipathie pour lui. Oui. Simplement, j'ai dit, moi, je suis communiste. Je veux un candidat communiste. Et je te le dis, si par hasard le vote des communistes va pas dans le sens que j'espère, on attend tous, hein, on va voir ce qui sortira du chapeau, là, à midi, à 1h, à 2h. On va sortir du chapeau le truc. Peut-être que c'est la position 2, peut-être c'est la position 1. J'espère que c'est la position 1 et qu'il y aura un candidat communiste. Mais s'il n'y a pas de candidat communiste, du parti communiste, hein, eh bien, il n'y aura pas de parti et je ne voterai pas. Autre chose, et par exemple des votes, alors je distingue les régionales et les cantonales. Dans les départements, tu sais, le poids d'une élection spécifique, ça compte. C'est-à-dire que les élections cantonales départementales, c'est des élections de Bonaparte, du bonapartisme, quoi. Le préfet, c'est notable. Mais tu as des formes paysannes où tu peux avoir des formes de démocratie avec des trucs qui peuvent aider les travailleurs, etc. Donc, déjà, les cantonales, c'est pas pareil. Mais les régionales, c'est un truc qui est fait pour intégrer dans l'Europe sur le modèle des Länder. Tu t'étonnes qu'après, on ait un pareil foutoir. Mais parce que ces élections portent ce foutoir. Elles sont le facteur d'intégration et de dissolution girondine du jacobinisme français. Donc, c'est Andrei. Bon, bon. Très sympathique. Il est en train de téléphoner, d'écrire. Bon, alors, nous sommes tous devant, moi, je vais te dire, si ça continue à être le foutu bordel que c'est, moi en tout cas, je peux t'assurer que je ne voterai pas. Si j'étais dans la région parisienne, pour une candidate qui a osé faire ce qu'elle a fait sur les Ouïghours et le soutien à la position de Glucksmann et à Le Drian. Moi je ne vote pas Clémentine Autain. Et pas parce qu'elle est française soumise ou parce qu'elle est ceci ou parce qu'elle est cela, mais parce que j'attends de ceux qui me représentent un minimum de connaissance et de cohérence politique. Oui. Voilà. Et juste, alors, tu sais, je te parle en toute franchise, mais je pense qu'il faut qu'on reconstruise notre cohérence. D'ailleurs, aux 2 points que tu as avancés pour la candidature de Rousset, à savoir le retour finalement à un discours sur le monde du travail et puis une appréciation différente de la nation, on pourrait ajouter un 3e point, c'est que la présence d'une candidature communiste, parce que tous les progressistes ont assez dit qu'il fallait cette candidature communiste. Donc, je pense que ça, c'est quand même intéressant. Si ça se... Je parlais du sens de la candidature communiste. Oui, pour moi, la candidature communiste, il ne peut pas y avoir de parti communiste. Marchais l'avait déjà analysé. Hein. On ne peut pas avoir malheureusement, la Constitution étant ce qu'elle est,
Hein. Et il faut quand même, comme le montrait Marx, les Français, on dirait qu'ils ne voient pas qu'il y a le poids d'une constitution ou le poids des institutions. Ils partent, ils ne voient pas. Bon, eh ben, je pense qu'on est devant le poids d'une institution et le poids d'une vie politique française où nous avons le devoir, nous, communistes, d'exprimer à cette occasion la perspective révolutionnaire et celle justement qui ne se contentera pas d'un aménagement du capital. Si ce n'est pas les communistes, personne ne le fera. Et le fera avec le passé, la force, ce qu'ils sont. Tu vois? Et je crois que, alors, il ne sera pas dit, l'histoire va avancer. Ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer à un autre moment, etc. C'est-à-dire que l'histoire va aller très vite. Et on risque de se retrouver, parce qu'on parle beaucoup de la bidomanie, la bidonmanie, mais quand on a, comme je le disais, quand on a un investissement massif, mais qu'on continue le bellicisme, ça ressemble moins à Roosevelt que ce que ça ressemble à Hitler. C'est-à-dire que quand tu te donnes comme objectif la guerre et que tu veux verser de l'argent et que les trusts militaires, tout ça, risquent d'en récupérer une grosse partie, vers quoi on va? Il y a plein de questions comme ça. Où on est? Où on va? Oui. Voilà. Donc, moi, je propose vraiment que tous les communistes et que ça s'élargisse, qu'il y ait partout une réflexion, des débats, des échanges. Par exemple, qu'on se rencontre. Il n'est pas question de rentrer directement au parti, mais il peut y avoir, par exemple, pour vous, à la fois Delga, le pôle de renaissance, etc., il peut y avoir des moments de rencontres théoriques et de formation, etc., sur telle question, où il y a, comme on l'a fait à Vénissieux, tu Oui. vois, avec des discussions, avec du travail en commun. Avec les militants du PCF, mais c'est aucun problème. Je veux dire, non seulement aucun problème, mais c'est souhaité. Avec des militants du PCF, d'accord, de discuter avec nous, de faire un. Attends, vous êtes venu à Vénissieux? Exactement. Ah, et Vénissieux, que je sache, désormais, fait partie de l'exécutif du parti. Oui. Alors, vous le savez très bien, entre excusez-moi, mais entre les monomaniaques de la librairie Tropique qui partent en biberine, on ne sait jamais où ils vont, et les camarades de Vénissieux qui, eux, construisent quelque chose, vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas voir qu'il y a une possibilité de discussion dans un cas et dans l'autre, il n'y en a aucune. Mais les camarades de Vénissieux, ils ne vous diront pas non plus, vous avez raison sur tout, etc. C'est-à-dire que le débat doit se construire clairement comme on vient de le faire ce matin. Oui, mais je crois que ça se fait autant que possible. Ça a été un peu ralenti à cause du Covid. Tu sais qu'on a dû renoncer à beaucoup de choses. Quant aux relations du PRCF avec le PCF, je sais que le PRCF a écrit plusieurs fois à la direction, à Fabien Roussel, etc. Est-ce que tu me permets là-dessus? Parce que moi, je crois qu'il y a eu une démarche fausse. Ils ont écrit, écoute, je te le dis comme je pense, mais je le dirais aussi bien à Gasto. Moi, j'aime beaucoup Gasto et j'aime beaucoup Émeric. Pour moi, c'est des amis et c'est des gens pour lesquels j'ai une estime profonde. Je ne connais pas l'autre, votre Vadim Machel, je ne le connais pas. Hein. Mais les deux autres, vraiment, c'est depuis toujours, hein, on se connaît. Et c'est vraiment des gens, chaque fois qu'on a eu besoin, c'est des gens francs comme l'or. Quand ils vous disent une chose, ils la font, etc. Bon, bien. Mais, attends, c'est une démarche complètement fausse que d'écrire à Mélenchon et d'écrire à Roussel, parce que d'abord, c'est mettre sur le même plan. Ensuite, deuxièmement,
mais Fabien Roussel ne peut pas agir comme agit Mélenchon. Mélenchon, il n'a rien derrière, il peut prendre n'importe quelle décision, tout le monde suivra ou ne suivra pas, il s'en fout. Tandis que tu es devant un parti qui est en train de faire sa propre consultation, sa propre analyse, etc., qui est en train d'avancer et qui doit, à la fin, en plus, si tu veux, il y a quand même, il est en train d'essayer de conserver l'unité au sein du parti. Et bon, moi, c'est pour ça que même je lui fais la grâce de ne pas intervenir avec mes propres positions dans leur débat. C'est-à-dire que je respecte, comme je respecte le PRCF, comme je respecte tout truc, il ne me viendrait pas à l'idée de… Enfin, on a l'habitude de traiter les organisations comme on ne traiterait pas un club de colombophilie. Un club de colombophilie, il doit respecter, il doit aimer les colombes, il doit respecter les trucs, etc. Tu as des règles absolues. Et ce que je trouve, c'est qu'il serait beaucoup plus utile par exemple, ce travail que fait Delga, d'être présent avec les livres, avec le travail, les compétences. Bon, j'écoutais par exemple Gasto, le travail qu'il fait, on me l'a posé, le travail qu'il fait sur le théorique. Moi, je pense que ce travail sur le théorique, déjà, il y a eu une main tendue. Quand, par exemple, Dieu sait que j'ai aucune sympathie pour ce gars-là, mais parce que moi, il m'a à chaque fois détruit. Rubokashi, il a quand même fait un numéro sur la Chine, dans lequel il a appelé Rémi Herrera, dans lequel il a appelé, comment il s'appelle, Delaunay. Et si tu veux, je pense que comme c'est quelqu'un qui voit comment ça se passe, etc., tu vas avoir de plus en plus des avancées ou des gens, par exemple, je pense que tout le travail qu'a fait Gasto sur le marxisme est remarquable. On aurait besoin d'interventions, sans parler évidemment de la gloire internationale qui est, comment elle s'appelle, notre camarade Lacroix-Ris, mais même Landini, qui est remarquable, tout ça, tous ces gens-là, et tout ce travail qui peut se faire, va se construire entre… Et ça risque de s'accélérer, parce que quand tu vas être confronté à ce travail en commun, etc., et puis tout d'un coup, écoute, la trahison et la guerre actuellement qui sont en train de mener contre la Russie et contre la Chine, ils veulent nous mener à la guerre. Il y a accord total qu'il faut que les communistes, d'où qu'ils soient, où qu'ils soient organisés, se battent. Se parlent. Attends, on est en train de nous mener à la guerre. Tout à fait. On est en train de nous mener à la guerre. On invente des faux, des trucs des faux. Et on a pour le moment un secteur international du PCF qui ne s'occupe, paix à leur âme, que des Kurdes et un peu des Palestiniens, mais ils n'ont pas encore compris que Kurdes et Palestiniens n'étaient pas dans le même camp. Bon, ils ont rien compris au film. Ou alors ils feignent de ne pas comprendre. Ils se sont intéressés aux Kurdes. Moi, je me suis toujours battue avec ces pauvres Kurdes. Mais ils se sont intéressés aux Kurdes à partir du moment où ils ont été dans la coalition de trucs. Alors, il faut quand même… la Fédé des Bouches-du-Rhône, ils nous ont envoyé une lettre, il n'y avait que les Kurdes derrière. Cuba, pas un mot. On ne fait rien sur Cuba. Quand même, si Cuba tombait, ça serait un choc équivalent à l'URSS. Oui. Bon, franchement, est-ce qu'un communiste peut laisser comme ça? Alors, on a un secteur international qui est le plus farfelu que je connaisse. Ils ne font rien, strictement rien. Ils ne lancent aucune campagne. On peut, peu à peu, j'espère, que cette avancée, cette réflexion collective, tout ce qu'on fait comme travail, si on tire tous ensemble dans le même sens, va quand même faire comprendre que l'impérialisme a une petite réalité. Oui. Oui, donc… mais alors, bon, tu parlais de construction collective, je crois que c'est ça qui est important, quoi. Il faut qu'il y ait aujourd'hui
un processus d'auto-construction collective, finalement, interne au PCF, avec les apports évidemment des autres, hein, mais je crois que il faut, une fois le monde du travail désigné, il faut qu'il y ait, là, être cohérent, conséquent, et faire un processus d'auto-construction collective. Et pourquoi pas le faire, puisque nous sommes en période de sanitaire spéciale, avec les moyens du bord, c'est-à-dire comme nous, avec Zoom ou avec autre chose. Il y a déjà eu des choses là-dessus. Il y a eu 3 séances Zoom du PCF. J'ai assisté aux 3 au mois de décembre, avec des questions posées comme l'Europe et le PCF. Il y avait, La Chine, tout ça. voilà, la Chine. Il y Tu avait as de la aussi, chance, moi, je n'ai jamais réussi à y rentrer. ah bon? Moi, il y avait aussi quelle base pour le PCF? Parce que ça, je crois que c'est très important, parce que la base pour le PCF, bon, c'est les 50% d'abstentionnistes, quoi. On a vu que Mélenchon était incapable d'aller récupérer que ces abstentionnistes, hein. Donc il récupère les bobos, les socialos, etc., mais il récupère en aucun cas Non, ces il couches ne récupère abstentionnistes. absolument pas la classe ouvrière. Hein. Voilà, alors Nous non plus, d'ailleurs, nous non le plus. truc est bien là, c'est-à-dire que quelle base pour le PCF? Est-ce qu'un discours, alors pas seulement un discours, mais un discours au moins, peut aller récupérer une partie de la couche abstentionniste laborieuse? Ça va être la bataille, ça va être la bataille, et je te jure que je discute avec beaucoup de communistes. Si tu savais, je suis frappée par le fait que d'abord, il y a une très grande conscience qu'on ne remontera pas en un jour. Oui. Mais qu'ils vont utiliser la bataille des présidentielles comme une dynamique, et pour essayer de commencer, comme ils utiliseront tout, pour commencer à reconquérir ce terrain des abstentionnistes et des gens qui n'en peuvent plus. Et franchement, quand Bruxelles te dit « mes ennemis ne sont ni à gauche ni nulle part », mon terrain, c'est d'aller reconquérir ceux qui n'en peuvent plus et qui n'ont même plus besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas qu'on arrive. Ils ne croient même plus en nous. C'est ça qui fait. Parce que moi, je dis souvent que je suis contre les groupuscules. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir groupuscules s'il y avait attente. Mais il faut refaire le terrain parce qu'ils ne nous attendent même plus. Ils ne croient même plus qu'on existe, en particulier chez les jeunes. Donc, il faut qu'on aille reconquérir à partir de ce qu'ils sont. Et tu sais très bien que dans une élection, on ne refait pas le terrain, on l'utilise. Donc, on dit au pire crétin, tu as raison pour qu'il vote pour moi, etc. On fait pas l'élection n'est pas le lieu dans lequel on refait le terrain. Mais les communistes ont compris ça. Enfin, il y a une grande partie de ceux qui se sont rangés autour de la candidature de Roussel qui a compris ça et qui est en pleine transformation de compréhension qu'il faut désormais reconquérir notre peuple et l'arracher à la fois au désespoir et à l'extrême droite. Et je t'assure que c'est ça qui me donne confiance en eux. Maintenant, tout n'est pas gagné. Hein. Tu as des forces d'inertie redoutables qui sont encore là. Tu as le fait qu'ils ne veulent surtout pas de scission et qu'ils seraient prêts à tenir dans le compromis, etc., etc. Tu as tout. On est devant un processus. La question est chiche. Voilà, c'est ça, c'est le pari, quoi. Parce que, pari. D'ailleurs, est-ce qu'il peut… C'est le pari de Pascal, comme disait l'autre. Est-ce qu'il y a une autre solution? Ben, j'en vois pas. L'offre politique, comme on dit, quoi, étant ce qu'elle est. Bon, moi, je crois effectivement qu'il y a une cohérence dans cette candidature.
Et moi, bon, je suis d'accord globalement avec ce que tu dis, Daniel, mais bon, je crois qu'il faut ouvrir le débat et que ce soit un processus là d'autoconstruction collective, quoi. Donc effectivement, que tout soit débattu, quoi, parce que… Pour le moment, je pense qu'on devrait, bon, ce qu'on fait nous dans notre blog, hein, Histoire et Société, qui est quand même assez couru, assez lu, etc., on fait ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, Marianne est restée membre du parti, elle vote en ce moment, elle n'a pas le même positionnement que moi. Mais si tu veux, on fait un travail de ménage d'idées, de réflexion, on envoie, et tout le monde le considère comme du matériau à utiliser. Oui, Mais le c'est un véritable dispositif, travail, c'est… ton site, je tiens à le dire, quand même, un dispositif remarquable et vraiment d'une grande utilité. D'ailleurs, que les chiffres donc, des visites te donnent, te Oui, donnent raison, quoi. Donc, donc on crée ça, c'est-à-dire c'est un lieu, tu verras, le débat est d'une correction à l'intérieur, et pourtant les gens qui interviennent peuvent être, il y a pas mal de gars du PRCF, il y a des gens de toute obédience qui interviennent, et qui, s'ils sont grossiers, ou alors si je comprends rien à ce qu'ils racontent, c'est-à-dire qu'ils sont, parce que tu as des mecs, tu comprends rien. Mais si tu as, ou alors c'est des fachos, quoi, si c'est des fachos aussi, mais en dehors de ça, les gens ont la possibilité de parler, de dire ce qu'ils ont à dire et de dire comment ils se positionnent. Clément Echen est venu me protester contre ce que j'avais dit, je lui ai donné la parole et je lui ai dit, ben bien, je t'attends. Donc, comment ça s'appelle? On est là. Pourquoi accordons-nous le pouvoir de faire ce Oui, qu'on peut faire pour construire. voilà. Et Je trouve puis, que c'est une oui, excellente conclusion. voilà. Parce que ça fait Accordons-nous ce pouvoir-là. Voilà. Mais bon, ben écoute, allons-y, on verra ben, bien. oui, en tout cas, bon, ça fait effectivement 1 heure 3 quarts que l'on parle. On pourrait continuer. Oui, Mais, bon, mais bah, en tout cas, je crois la nécessité de ce type de débat est tout à fait évidente, quoi. Et je crois qu'effectivement, il faudrait multiplier ce genre de débat, mais à bien plus, évidemment, et sur des attends, je voudrais dynamiques. dire quelque chose. Il ne faut Vas-y. pas baisser l'exigence. Il faut que l'exigence reste très haute oui, en matière de refus de collaboration de classe, en Mhm. matière d'anti-impérialisme, etc. Tu vois, il faut garder nos exigences, bien sûr. mais il faut Congrès les de tout. garder en les apportant et en respectant ceux qui seront chargés de travailler, de mettre en œuvre, de réfléchir au terrain. Je parle de tout le monde, hein, là. Il faut respecter et en même temps apporter. D'accord. Oui, oui. Tout à Bon, fait. Est-ce on que est tu veux faire d'accord. est-ce que tu veux Allez, faire une conclusion conclusive? allez, allons-y. Comme disait, alors je vais te faire la conclusion. Quand Chavez, tu sais, a été libéré parce qu'il avait il avait été mis en prison, puis après, parce il s'était proclamé celui qui avait fait tout un, enfin, il est adorable. Il était venu avec son béret rouge. Allez, on l'avait fichu en tôle et on le libère. Il y a une amnistie, on le libère. Il arrive à La Havane pour rencontrer Fidel. Et Fidel l'accueille sur le tarmac. J'étais à La Havane et puis j'étais pas dans la rencontre, mais on m'a raconté de très près la rencontre. Et Chavez, il parlait, il parlait, il parlait. Il lui dit voilà ce que je veux faire, voilà comment je vais faire, etc. Et Fidel, pour une fois, n'a pas dit un mot. Et quand il a eu terminé, il lui a dit ben maintenant il faut faire. Voilà. Ce sera ma conclusion. Très bien. Faire, ça se termine par faire. Voilà, très Voilà, bien. que faire, il faut faire. Il faut faire. Bon, Voilà. bah, faisons. Et donc, bah, alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis après, on pourra parler un petit peu. Mais alors, attends, je suis De toute arrêter façon, tu ne veux l'enregistrement. pas